Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire partenaire qui est organisé par COFAS sous l'égide des acides et paiements sur le thème « Améliorer votre gestion du risque grâce à des informations enrichies ». Nous avons le plaisir de recevoir pour traiter ce thème Christelle Rouget, directrice de l'information COFAS, et François Miroir, directeur commercial de l'information COFAS. Je rappelle que vous pouvez poser des questions tout au long de la présentation dans le chat et nous y répondrons en fin de présentation. Alors, Christelle, dans le contexte que nous connaissons et avant de parler plus concrètement de l'information enrichie, on ne peut pas recevoir COFAS sans vous interroger sur la situation économique actuelle en France et dans le monde ainsi que l'impact sur les entreprises. Merci Jérôme, d'abord enchantée d'être parmi vous et d'avoir un auditoire qu'on ne voit pas, mais en tous les cas, j'espère qui écoute. Alors, vous avez raison, il faut. Ah, on a un petit problème de connexion. On vous prie de bien vouloir nous excuser. Christelle va bientôt se reconnecter, je pense. La technique est toujours problématique. Alors, quelques minutes. Alors, je n'ai pas d'histoire à vous raconter, je suis désolé, je n'avais pas prévu, mais bon, la prochaine fois, je vous raconterai une histoire. Donc, ça va, on va bientôt reprendre. Je pense que ce thème est bienvenu dans cet environnement et ça va être tout à fait intéressant d'entendre la COFAS sur ce sujet. Alors, on va, si ça perdure, je vous propose, François, peut-être d'intervenir pour ne pas perdre nos participants. Allumez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, alors avec plaisir. Bonjour à tous. Juste pour information, effectivement, Christelle, qui est vraiment la spécialiste chez nous de toute l'analyse économique, avait prévu de faire une première intervention, un premier brief, effectivement, sur la situation que nous vivons au fil des toutes dernières crises, le Covid d'abord, et puis les récents conflits qui occupent une grande partie de l'actualité. Je ne prendrai pas le risque de faire l'analyse à sa place sur ce sujet-là. Comme elle va revenir après, elle reprendra le fil ensuite, François. Voilà, tout à fait. Donc, vous entendez ? Oui, c'est bon. Oui, ça y est. Bon, je suis désolée, c'est les aléas du direct, on va dire. Ouais. Et au final, j'aime beaucoup mon employeur, mais parfois, en étant à la maison, la connexion est meilleure, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va reprendre, si vous voulez, Christelle. Sur les questions que je vous posais et de se dire comment la situation économique actuelle en France et dans le monde ainsi que l'impact sur les entreprises, qu'en est-il? Très bien. Alors, merci. Je vais revenir et je vais essayer de gagner un peu le temps que j'avais perdu et désolé encore pour cela. Alors, j'étais en train de vous dire, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, oui. La diapositive, voilà. Qu'évidemment, on ne va pas parler que de 2022 parce que finalement, on est chanceux, on enchaîne les crises. Et je crois qu'il faut absolument qu'on revienne sur la première crise. Et là, on se remet en avril 2020, voire au début en 2019, pardon. Et là, le virus arrive et on a un premier choc. Et je dirais que jusqu'à d'avril 2019 jusqu'à 2020, on ne sait pas trop comment le traiter et on est obligé de s'adapter au niveau des entreprises. D'abord, on ne sait pas ce que vont faire les États. Je vous rappelle qu'on a été, comme on l'a dit, plein d'espoir, mais aussi plein d'inquiétudes. On a vu tout 2020
avec beaucoup de discussions que nous avons eues, notamment avec l'État français, des mises en place d'énormes soutiens au niveau de la France, au niveau de l'assurance crédit bien sûr, mais bientôt, je parle du PGE, je parle des reports de charges, je parle de tout ce que vous connaissez au niveau trésorerie, des soutiens au niveau impôts, etc. On va dire que la liquidité a été très très abondante sur le marché, et ça on était force de le constater. Les délais de paiement ont été forcément affectés, on ne savait pas trop où on allait, et surtout, et on le voit encore, je crois qu'on en discutait avec Jérôme lors de la préparation, je me souviens, pour être une ancienne de cette activité-là, à un moment on a été à 50 000 voire 60 000 défaillances d'entreprise. Je crois qu'on est à 28 000 aujourd'hui, ça ne remonte pas encore. Je pense que ça va remonter, on va en reparler peut-être après sur 2022, mais pour l'instant on est encore très très bas. Donc on était dans cette situation-là, on l'a tous été, et puis à un moment on s'est dit qu'on allait peut-être en sortir. Il y avait une sorte de rebond, certainement lié à la course à la vaccination, comme on l'a dit, et puis les activités qui reprenaient après un confinement total. Et puis du côté consommation, ce qu'on pouvait voir, c'est qu'il y avait plutôt, je m'entends. Voilà. Côté consommation, c'était plutôt tiré par la consommation parce que finalement, toutes ces activités, notamment agroalimentaires, ont été plutôt résilientes et donc la demande restait forte, mais hélas, et on va le voir pour 2022, avec un gros effet pour 2022 et les années qui vont suivre maintenant, une offre qui se raréfie. Donc ça, c'est un retour sur 2020-2021 avec 24 mois où je dirais, on n'a pas trop su comment faire. Alors, si je reviens sur comment nous, COFAS, en tous les cas, on a géré cette période au niveau de la gestion d'information, faut être honnête, quand la crise a commencé, on ne savait pas du tout comment gérer les choses. Je vous rappelle qu'en avril 2019, on était donc dans l'attente des comptes. Pourquoi 2019 je dis avril 2020, ça irait mieux. Avril 2020, on était dans l'attente des comptes 2019. Bon, on se disait que ça allait être à peu près la même chose. Sur ces 24 mois, après on a été on était dans l'attente des comptes 2020 et vu les soutiens d'État, on a eu plutôt des comptes 2020 qui étaient plutôt bons, on va dire, et puis avec des activités certes réduites, mais plutôt des structures renforcées. Donc nous, au niveau information, on a plutôt pris ça en compte, c'est-à-dire qu'on a plutôt surpondéré les structures et on a plutôt moins regardé les activités parce que de toute façon, il fallait bien qu'on prenne en compte cet arrêt total d'activité. Voilà, et puis avec des défaillances qui effectivement n'étaient pas là. Les tribunaux de commerce, je vous rappelle, étaient fermés et en tous les cas se sont réouverts un petit peu plus tardivement. Si on va un petit peu plus loin et je passe, donc là on est sur 2022. Alors vous lisez les Échos, il y avait un article hier très très bien dans les Échos qui finalement résumait un peu tout ça. Alors j'oublie pas la phrase d'en dessous, on est toujours sous fond de Covid 2019. C'est vrai que cette horrible guerre que nous subissons tous fait un peu oublier, on va dire, et les élections certainement, et le Covid, mais on y est encore. Et ce qu'on voit surtout, c'est des contraintes sur les approvisionnements avec, vous le savez tous, un manque de matières premières, et c'est ce qu'on disait, une demande qui est plus forte que l'offre, donc un manque un peu partout, avec en plus des prix qui galopent, et vraiment partout, donc avec des secteurs qui, pour nous, ont été touchés très rapidement et très facialement, qui sont le secteur de l'auto. Alors, au-delà de l'empreinte carbone, du problème de carburant, etc., ils ont vraiment un sujet matière première avec des répercussions sur les prix qui sont pas forcément faciles à avoir, avec évidemment un effet contagion sur toute la chaîne, que ce soit en amont ou en aval. C'est ce qu'on voit de plus, en tous les cas, de plus saillant. Alors, on parle d'effet inflationniste. Chez nous, on parle aussi de stagflation. Parfois, c'est un joli mot. Donc, on voit bien une baisse dans la consommation, des investissements qui sont limités, et puis avec un effet, mais choc en cours, et qui, à mon avis, va s'accroître dans les mois à venir sur la construction en premier lieu. On parle beaucoup d'inflation aujourd'hui, de pouvoir d'achat du fait de nos élections françaises, mais comme on est un groupe international, on parle de cette inflation un peu partout, et j'entendais ce matin d'ailleurs qu'en Espagne, c'est encore plus fort que chez nous, et il n'y a pas forcément de rattrapage de salaire à la clé. Autre facteur, la hausse de l'énergie, on en parle,
Je dirais que l'Ukraine ne nous a pas aidés, mais bien en amont de ce conflit de l'Ukraine, on était déjà à regarder l'impact de l'énergie sur tous les secteurs. En premier lieu, les traders, évidemment, et surtout dans les entreprises qu'on appelle à forte intensité énergétique, c'est-à-dire qui, dans leurs marges ou dans leurs EBITDA, ont une forte composante énergétique et donc avec des marges ou des chiffres d'affaires qu'il faudra augmenter. Ce n'est pas forcément facile d'aller augmenter ses prix vis-à-vis de sa clientèle. Donc, on regarde ça de très près et vous voyez que finalement, comme nous, on intervient sur tous les secteurs, on prend un peu tout, les métaux, le papier, les engrais, enfin, tous ces secteurs, pour nous, sont touchés. Et puis, ben, évidemment, je n'oublie pas les tensions géopolitiques qui vont avoir des conséquences partout. Alors, au-delà d'entreprises qui commercent directement avec le Russie et l'Ukraine, on pense réellement qu'il y aura des effets dominos dans les pays aussi d'Europe de l'Est, des entreprises françaises qui vendraient de l'Europe de l'Est, qui vendraient elles-mêmes de la Russie et de l'Ukraine. Évidemment, les sanctions collatérales qui pour l'instant, alors nous, on les analyse dans les contrats d'assurance surtout, mais il va falloir aussi qu'on regarde qu'est-ce qui va affecter nos entreprises. Et là, aujourd'hui, je dirais que quand on nous interroge en nous disant, mais finalement, quel secteur est touché? Moi, j'ai tendance à répondre, quel secteur n'est pas touché? C'est plutôt ça. Et dans le secteur qui n'est pas touché, j'ai un peu de mal même à en trouver. Alors, on va dire une partie de l'agroalimentaire, peut-être, parce que bon, il y a quand même encore des secteurs où la consommation sera toujours là. La pharmacie, très certainement, parce qu'on a toujours l'effet Covid. À part ça, j'avoue que je pense que tout est touché. Donc, je dirais que depuis 24 mois, voire maintenant presque 3 ans, on vit avec ces incertitudes. Elles sont majeures, elles sont mondiales. Il a fallu qu'on s'adapte et l'adaptation, on en parlera certainement un peu plus tard, est aussi dans notre façon de travailler. Alors justement, en tant que directeur de l'information, pouvez-vous nous dire comment vous vous êtes adapté, tant en termes d'organisation, bien sûr, de process et plus largement de façon de travailler? Alors, je crois que je peux passer mon… Voilà. Alors, première chose, donc, chez Coface, nous avons un network, je suis désolée, c'est en anglais, on va dire un nombre d'employés, je vais dire comme ça, qui est très important puisqu'on a près de 900 personnes qui travaillent sur l'information. Je rappelle que Coface, c'est à peu près 4500 personnes partout dans le monde. Et on a une façon de travailler qui est identique partout dans le monde. C'est-à-dire que moi, je parle pour l'information, mais j'ai aujourd'hui 50 directeurs de l'information partout dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et je parlerai après d'adaptation. Alors, je vais vous présenter plutôt la façon dont on travaille de façon standard. Et puis après, il y a aussi l'adaptation à la période où il faut aussi que dans le standard, on s'adapte et qu'on soit agile. Donc, aujourd'hui, chez Coface, on produit de l'information. Donc, on produit de l'information dans 20 centres de production. Ça couvre à peu près 87 pays et on les produit en direct. C'est souvent des pays où finalement on a peu d'informations. Amérique latine, Asie, Europe de l'Est majoritairement. Et puis quand on n'en produit pas, on va l'acheter. Et donc, on l'achète à des fournisseurs d'information. Je ne sais pas si tous les gens qui étaient prévus sont connectés. Je sais que dans l'auditoire, il y a des fournisseurs d'information, notamment français, et certainement un de nos partenaires. Et donc, on achète de l'information partout dans le monde aussi, à des fournisseurs externes, systématiquement en faisant des appels d'offres pour avoir le meilleur fournisseur du moment, on va dire, parce que ça peut bouger. Et on achète donc à 53 fournisseurs et on couvre 133 pays. Donc, vous voyez que quand on fait 133 pour 87, vous avez la carte totale du monde. Une fois qu'on a dit ça, c'est de la donnée structurée. Donc, c'est de la donnée qui est achetable un peu par toute entreprise où on peut la produire. Et quand on la produit, on la vend aussi à certains autres partenaires. Mais ça ne suffit pas. Parce que je dirais que l'information qu'on achète, au final, elle est toujours avec des délais, des délais incompressibles qui sont des délais de publication. Et puis, je ne dirais pas qu'elle est obsolète dès qu'on l'a, mais en tous les cas, il faut absolument aller la mettre au bout du jour, avoir beaucoup plus d'informations, parce qu'entre deux périodes de bilan, il se passe beaucoup de choses, et encore plus en ce moment. Donc, on vient y ajouter notre valeur ajoutée, qui est finalement la valeur ajoutée de ma direction, qui est des analystes crédits qui vont chercher de l'information en plus de cette information-là. Donc ça, on a 50, alors EIC, c'est pas un barbarisme, c'est un mot en anglais qui veut dire de l'information enrichie. Donc on a dans 50 pays
on est implanté avec des analystes crédits dont le métier est d'aller visiter des acheteurs. Alors évidemment, vous allez dire visite veut dire beaucoup de calls aujourd'hui, et beaucoup parce que tout le monde n'accepte pas aujourd'hui qu'on revienne dans les entreprises. Mais en tous les cas, aujourd'hui, on sait qu'on sait faire, on sait aller visiter, on sait appeler, etc. On utilise tous les moyens et pour avoir de l'information beaucoup plus fraîche. On note aussi, chez nous, la note s'appelle le DRA, donc on est comme à l'école, c'est de 0 à 10. 0, on va dire, est la cessation, 10, c'est le très très bon élève. Et DRA veut dire Debtor Risk Assessment, bon, ça veut dire un assessment de l'acheteur. Et puis on sait traiter évidemment de l'information confidentielle, on est professionnel, comme les sociétés d'information, comme nos confrères qui pourraient être sur la call, évidemment, on sait traiter de l'information confidentielle. On est aussi aidé de ce qu'on appelle chez nous des back-office qui sont au Maroc, Inde, Pérou, mais tous ces gens-là sont des gens COFAS, hein. On n'externalise pas, on est entre COFAS et ça nous permet donc d'avoir une base extrêmement enrichie. Donc, par rapport à tout ça, on a continué à travailler comme ça, donc on a beaucoup de relations entre nous partout dans le monde. On sait qu'aujourd'hui, les entreprises sont assez mondiales, donc moi, je peux évaluer, par exemple, une tête de pont en France avec des filiales à l'étranger. Je vais aller discuter avec mes collègues à l'étranger parce qu'évidemment, il faut une cohérence dans la prise de risque, évidemment. Et puis, mon métier à moi maintenant, pour avoir fait longtemps de l'arbitrage, c'est de fournir au mieux l'information la meilleure pour mes amis de l'arbitrage, parce qu'eux vont appuyer sur le bouton et vont prendre des risques pour nous assurer. Mais dans cette période, en fait, on n'a pas pu, par contre, continuer à travailler de manière standard, c'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas visiter toutes les entreprises, on est obligé aussi parfois de faire des choix, mais c'est vrai que cette période a été une certaine agilité. Vous devez peut-être le savoir, puisqu'on est en France, on a signé en 2013 une charte avec l'État qui dit que les assureurs crédits, en tous les cas les signataires, s'engagent à noter et donner les encours à toute entreprise qui le souhaiterait. Donc ça a été vraiment le leitmotiv de toute cette crise, de dire attention, nous devons absolument répondre à l'inquiétude des entreprises. On doit les écouter, on doit prendre leur information, on doit les noter au mieux, comprendre ce qui se passe, etc. Et donc, mes équipes ont dû être encore plus agiles, encore plus faire d'appels, encore plus faire de reporting, etc. Donc, c'est vraiment la manière dont on a essayé de gérer les choses. Et je crois aujourd'hui que, y compris le médiateur du crédit, et ça, c'est vrai pour toute la profession, je peux l'attester, on a relativement bien géré la crise. Merci l'État aussi, en tout cas pour la France, parce qu'il a beaucoup soutenu les entreprises et notamment l'assurance crédit. Mais en tous les cas, on a géré au mieux pour avoir des médiations qui se passaient le mieux. Et je dirais que pour l'instant, ça se tarit un peu. Je pense que l'avenir sera un peu différent. Et l'information enrichie, alors maintenant? C'est-à-dire, Jérôme? Le prochain slide, vous nous avez montré l'information enrichie. Alors, pardon, donc je passe la main à François. Et donc là, on va passer sur la vente d'informations. D'accord. Tout le bon travail qu'on fait. Voilà, merci Christelle. Alors, après ce que vous venez de nous expliquer, comment vous, François, vous profitez, vous exploitez cette expertise dans les solutions d'information que vous proposez aux entreprises et comment vous vous démarquez d'un fournisseur traditionnel? Écoutez, Jérôme, comme l'expliquait Christelle, on va se baser effectivement sur le même jeu de données de base sur les entreprises que nos collègues fournisseurs d'informations. Mais ce qu'on met en avant dans l'information COFAS, c'est toute l'information qu'on va collecter en tant qu'assureur crédit, qui va venir compléter cette donnée initiale pour donner à nos évaluations plus de granularité et permettre de gérer le risque effectivement avec un niveau de finesse très fort. Donc, cette petite slide vous permet de voir qu'effectivement, on a le même jeu de données initial que nos collègues fournisseurs d'informations. Et comme l'expliquait Christelle un peu plus tôt, soit nous produisons cette donnée sur certaines zones géographiques, soit on va la chercher chez des partenaires locaux, et ensuite on va l'enrichir de toute la donnée propre à l'assureur. Alors, bien évidemment, toutes les analyses qui sont faites par les équipes de Christelle et de ses collègues partout dans le monde, mais aussi toutes les informations qui sont
issus de notre expertise d'assureur, notamment toutes les évaluations qui sont faites par nos arbitres, toutes les données de sinistres également qui nous sont communiquées par nos assurés auprès de leurs acheteurs, toutes les données de recouvrement, puisque dans le cadre d'une activité d'assureur crédit, on opère du recouvrement à l'international. Et ce sont autant d'informations qui viennent en fait compléter le jeu de données initial pour avoir une vision plus précise et beaucoup plus réactive en fait de l'état de santé d'une entreprise. Très bien. Donc en fait, ce qu'on a décidé de faire quand on a lancé les produits d'information chez Coface, c'est de prendre de capitaliser sur toute cette connaissance qu'on avait des entreprises à l'international et qu'on utilisait depuis plusieurs dizaines d'années dans le cadre de notre activité d'assureur, et de déporter toute cette expertise dans des produits d'information pour construire une base de données globale, donc une base de données internationale des entreprises. Et comme on le disait plus tôt, effectivement, au travers de l'information que nous produisons ou que nous allons chercher chez nos partenaires et que nous complétons ensuite. Et on va capitaliser sur toute la connaissance et l'expertise qu'on a du monde des entreprises, à l'entreprise elle-même, mais également sur toutes les données plus macroéconomiques, et notamment sur l'évaluation des risques pays, des risques sectoriels que nous pouvons faire et qui impactent bien évidemment les entreprises localement. Et ensuite, on a mis en place des solutions d'information dont je vous parlerai juste après, et dans lesquelles, de manière relativement classique, on va pouvoir retrouver des rapports d'information que tout notre auditoire, je pense, connaît, mais dans lesquels on va bien sûr mettre en avant notre savoir-faire d'assureur au travers de notre score, du score Coface, donc le Debtor Risk Assessment, et des avis de crédit qui sont le fruit de toute l'expertise de notre réseau d'arbitrage. Et pour rappel, ce réseau d'arbitrage étant international, nous permet d'évaluer le risque, comme on a l'habitude de le dire chez Coface, au pied du risque. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une entreprise française nous demande effectivement une position sur une entreprise chinoise, en fait, via notre réseau international, c'est un arbitre chinois qui va se positionner, qui connaît beaucoup mieux l'écosystème local, les entreprises locales, pour donner un avis sur une entreprise plutôt que effectivement un arbitre à Bois-Colombes qui est a priori beaucoup plus concentré sur des contreparties françaises ou européennes. Alors, notre auditoire est composé quand même de femmes et d'hommes de terrain, oui, qui aiment qu'on leur présente des cas concrets. Est-ce que vous pouvez nous parler de cas clients qui imageraient votre propos? Bien évidemment, Jérôme, et pour vous donner un ou deux exemples, et sans dévoiler de nom, parce qu'on travaille sous le sceau de la confidentialité avec nos clients, je voudrais juste citer deux cas sur lesquels on a récemment travaillé. Un cas vraiment focus sur le risque client et un plus sur le risque fournisseur qui devient un enjeu majeur, notamment dans les très grandes entreprises actuellement. Sur le risque client, on a travaillé avec un acteur majeur du transport international qui est présent dans 120 pays et qui nous a consultés en fait au tout début de la pandémie, parce que ayant des clients un peu partout dans le monde, il n'avait plus aucune vision de son risque. Il voyait les économies asiatiques, ensuite européennes, ensuite américaines se fermer progressivement, et il avait besoin effectivement d'avoir une vision beaucoup plus précise de son risque pour gérer son parc client. Et il nous a demandé en fait de scorer sa base client et de suivre ce scoring dans le temps, de monitorer sa base. Et il s'est aperçu qu'effectivement, on avait effectivement un score très, très réactif aux conditions de marché, ce qui est bien naturel, puisque en tant qu'assureur crédit, on se doit d'adapter nos risques aux conditions de marché. Ça se reflète aujourd'hui dans nos produits d'information, et ça lui a permis effectivement d'avoir une vision immédiate de ces risques forts, de pouvoir prendre les décisions qui allaient bien localement, et de pouvoir adapter sa politique de crédit. Sous l'angle du risque fournisseur, on voit aujourd'hui effectivement ce risque devenir très, très prégnant dans les entreprises
suite à tous les impacts dont a pu parler Christelle, hein, avec effectivement des ruptures de chaînes d'approvisionnement ou de chaînes de transport un peu partout dans le monde. Et on a travaillé récemment avec un gros acteur du secteur aéronautique défense qui travaille sur 68 pays, qui a des fournisseurs bien évidemment dans l'ensemble de ces pays et qui avait besoin de suivre son risque fournisseur à l'international et qui, de la même façon, l'a fait au travers du score COFAS et de toute une batterie d'indicateurs financiers qu'on a pu lui livrer et qu'on a intégré dans son système d'information via nos API. Voilà deux exemples sur lesquels on a travaillé, mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Ceux-là étaient un peu emblématiques et j'étais heureux de les partager avec vous. Non, mais ça donne une vraie vision de votre savoir-faire, donc c'est très bien. Un mot sur votre plateforme, une nouvelle plateforme. Tout à fait. Alors, depuis 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans qu'on relance les offres d'information, on a travaillé d'arrache-pied à relancer des produits d'information, bien évidemment. Alors, on a un produit phare sur lequel on communique beaucoup aujourd'hui, qui est la nouvelle plateforme d'information de COFAS, qui s'appelle Icon, qui est une plateforme de consultation et de suivi d'informations relativement classique, hein, qui va vous permettre, au travers d'une interface web ou via des API, de consulter des rapports d'information sur vos clients, vos fournisseurs, de consulter le score COFAS, les avis de crédit de COFAS et bien sûr d'avoir le monitoring de toute cette information. C'est vraiment le produit phare de COFAS qu'on continue de développer régulièrement. Et si vous vous connectez sur le lien que vous voyez à l'écran, information.cofas.com, vous pouvez avoir un aperçu assez aisé des produits disponibles sur cette plateforme. Au-delà de cette plateforme, on a également mis en œuvre 2 autres produits récemment. Un premier qu'on a construit à la demande de nos clients. Et je rebondis sur l'exemple, le cas client dont je vous parlais tout à l'heure, sur le risque à l'international et sur ces grands clients qui avaient besoin d'avoir une vue consolidée de leurs risques. Quand on a eu ces demandes, en fait, on s'est dit qu'il y avait une vraie logique à construire un produit qui permettait, un dashboard en fait, qui permettait d'avoir une vision agrégée du risque, que ce soit sur des parcs clients ou des parcs fournisseurs. Et on a construit Portfolio Insight, qui va permettre de classer les entreprises en fonction de leurs risques. Et comme on est sur une plateforme qui est basée sur une technologie Power BI, qui est un outil de visualisation essentiellement, on va pouvoir manipuler effectivement ce parc client ou fournisseur, se concentrer sur des risques forts éventuellement, que ce soit en domestique ou à l'international, et ensuite aller jusqu'à l'entreprise pour prendre les décisions qui vont bien. Donc ça, c'est effectivement un dashboard qui rencontre un franc succès chez nous et qu'on continue de développer. En y ajoutant un certain nombre de données complémentaires, notamment on vient d'intégrer des calculs d'expected loss au format IFRS 9, voilà, des fonctionnalités de ce type-là. C'est très riche. Voilà. Dernière chose, je vous parlais tout à l'heure du département de recherche économique de COFAS. Je ne sais pas si tout le monde le sait dans l'auditoire aujourd'hui, mais COFAS a une réputation, je dirais, sur sa capacité à noter les risques pays et les risques sectoriels. On publie d'ailleurs sur nos sites publics un certain nombre d'informations là-dessus. Et de la même manière, on a eu beaucoup de demandes de clients qui avaient besoin d'avoir une vision plus granulaire de ces risques pays ou de ces risques sectoriels. Et en parlant avec notre recherche économique, on s'est aperçu que quand on note un pays, en fait, le score d'un pays n'est qu'un ensemble de sous-scores de risques bancaires, risques catastrophes naturelles, risques sociaux, risques politiques, etc., etc. Et que, en fait, on avait toutes ces informations et on a simplement décidé de les exposer dans un produit qui va aider les entreprises et notamment les grandes entreprises à évaluer des risques pays sur des cas un peu spécifiques, hein,
De temps en temps, ça va être pour améliorer des modèles internes. Dans d'autres cas, ça va être pour faire des études d'investissement. On a eu le cas avec un très gros acteur dans le monde des pneumatiques qui, avant de décider d'investir et de construire une usine sur la zone asiatique, a souhaité effectivement pouvoir avoir des analyses pays pour décider du pays sur lequel il était le plus sûr d'installer son usine et de prendre le moins de risques en fait. Voilà, autant de produits qu'on a d'ores et déjà mis en place. On continue de travailler bien sûr à l'enrichissement des produits dont je vous ai présenté, à la sortie de nouveaux produits, mais voilà où on en est aujourd'hui et voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Une petite question, comment vous voyez évoluer vos clients? Est-ce qu'il y a-t-il de nouvelles demandes, de nouvelles attentes en conséquence de la crise que nous traversons notamment? Alors, ce qu'on note et ce qu'on a noté particulièrement sur 2021, c'est énormément de demandes sur le risque fournisseur. Ouais. Les grandes entreprises, historiquement, se sont équipées, voire très bien équipées, sur la partie credit management, donc sur le risque client, soit au travers de polices d'assurance, soit au travers d'outils d'information. Se sont éventuellement moins bien, en tout cas c'est ma compréhension, se sont peut-être moins bien équipés sur la partie risque fournisseur parce que c'était moins un sujet, mais on a vu effectivement, notamment depuis le début du Covid, on a toute la crise des composants électroniques sur l'industrie automobile, mais ça n'affecte pas que l'industrie automobile. On a vu, je vais donner un exemple peut-être très très anecdotique, un géant de l'acier aujourd'hui dans le monde qui a des délais de livraison juste hallucinants parce qu'en fait, il a fait face à une rupture de chaîne d'appro sur des palettes en bois. Le truc auquel personne ne s'attendait. Et qui aujourd'hui se traduit en délai de livraison de plusieurs mois pour ses clients. Voilà. Et plus près de nous, hein, si vous vous remettez dans le contexte de début 2020, quand on allait faire nos courses sur la période du premier confinement où on ne trouvait plus de farine, et bien, en fait, la farine, il y en avait plein les moulins. Et en fait, la pénurie, c'était juste sur les emballages. Donc, sur les petits emballages papier qui nous permettent d'acheter notre kilo de farine. Et c'est ce problème-là qu'on a rencontré, auquel, effectivement, pas grand monde s'attendait au départ. Donc, on a effectivement une sensibilité très forte sur le risque fournisseur actuellement. Et bien évidemment, on a toujours sur le risque client, où on essaye d'améliorer effectivement la vision que nos clients peuvent avoir du risque. Justement, sous le prisme des approvisionnements, que ce soit d'ailleurs clients et fournisseurs, avec l'inflation, est-ce que vous avez revu vos indicateurs ou vous les avez adaptés, vous les avez laissés en l'état? Alors, nous, si vous voulez, un fournisseur, c'est une entreprise avant tout. Donc, nous, ce qu'on évalue, c'est l'entreprise. Alors, bien évidemment, on revoit les positions, notamment aujourd'hui sur des entreprises russes ou sur des entreprises en Europe de l'Est, parce que les conditions font qu'on est un peu contraint et forcé de revoir nos positions. Mais on ne varie pas en fait l'assessment et les règles d'assessment qu'on peut faire d'une entreprise. Quand on regarde le risque fournisseur, ce qu'on essaye de mettre en avant auprès de nos clients, c'est qu'ils fassent bien attention aux effets dominos et qu'un fournisseur, c'est pas une seule entreprise, elle a elle-même des fournisseurs. Il faut effectivement analyser toute la chaîne de valeur pour avoir la meilleure vision du risque. Et la même question à Christelle, alors, qui l'a peut-être pas entendu. Si, j'ai entendu, je suis désolée, j'ai un vrai problème de réseau. Je dirais qu'en tous les cas, ce que je répondrais, c'est aucun plan d'action global, aucun intérêt de faire ce chose, surtout être discriminant. Toute entreprise est assez différente. En revanche, c'est vrai que par rapport à tout ce que j'ai expliqué ou tout ce que de toute façon on peut lire dans les journaux et que notre auditoire connaît, on conjugue un certain nombre de sujets qui sont quand même très compliqués. Je dirais que, comme on disait, pas beaucoup de secteurs ne sont pas épargnés. Au final, on a des sujets d'activité, on a des sujets de marge, on a des sujets d'achat, on a des sujets d'énergie. Je dirais que ce qui est aussi assez compliqué, c'est que 2020-2021, beaucoup de soutien.
Donc là, je dirais qu'à un moment, quoi qu'il en coûte, on en parle encore parce qu'on parle du plan de relance où on va encore rajouter des choses. Aujourd'hui, on en discutait, Jérôme, ce matin. Moi, je n'ai pas encore vu quelles vont être les conditions pour différer certains PGE. On ne sait pas. Il y a des premières échéances qui vont tomber. Il va falloir les donner. Je dirais que pour avoir eu récemment aussi quelques retours sur nos amis européens, je dirais que la France reste un pays qui va continuer à soutenir ses entreprises. Ce n'est pas vrai partout. UK va arrêter, l'Espagne ne va pas le faire. Donc, je dirais que nous, on a encore cette possibilité-là sur nos entreprises françaises. Mais je dirais que oui, on est quand même obligé d'être vigilant. Là, nous sommes en avril, nous attendons les comptes donc 2021. Autant, je crois que les comptes finalement 2020 ont été quasiment les mêmes que 2019. Peu ou prou, il n'y avait pas tellement de changements, à part des baisses, comme je disais, de chiffre d'affaires. Mais au final, on arrivait à retrouver et on n'avait pas beaucoup de niveau d'intervention et de dégradation à faire. 2021, c'est un peu une boîte noire pour l'instant. Donc, il faudra qu'on fasse entreprise par entreprise. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, quand on a le bilan 2021, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe en 2022, quels sont les plans pris en compte, etc. Et puis, je dirais qu'on n'est pas forcément aidé, c'est peut-être aussi un petit message et qu'on essaye de passer nous-mêmes à l'État, via la Banque de France, via Bercy. C'est que les lois Macron, avant la crise, ont plutôt réduit le niveau d'information à notre disposition. On a plutôt préservé les petites entreprises qui ne nous donnaient pas d'informations. Sauf qu'aujourd'hui, et c'est vraiment la valeur ajoutée de mon équipe, c'est d'aller en chercher, parce qu'au final, je pense aussi que la crise, par contre, a aussi fait comprendre aux entreprises que nous sommes professionnels, sociétés d'information, assureurs crédit, banquiers, tous ces gens-là sont professionnels. En revanche, on a besoin d'informations pour travailler. On sait la livrer, mais il faut nous la donner. Et moins on nous en donne, plus on fait on va dire, de l'assessment statistique qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Et est-ce que on a parlé des défaillances d'entreprise rapidement, Christelle, est-ce que vous avez constaté le même effet dans les différents pays européens avec les différents plans de soutien? Est-ce qu'on a eu une baisse généralisée des défaillances d'entreprise dans les autres pays européens aussi? On a eu, alors, effectivement, les États ont soutenu de manière différente. Je dirais qu'on est le seul pays à avoir eu, on va dire, ceinture bretelle, comme j'appelle ça. C'est-à-dire que nous, en tant qu'assureurs, on a eu des facultatifs qui sont venus nous aider et on a eu aussi les fameux Cap France Export, qui existent d'ailleurs toujours encore, qui ont aidé aussi les entreprises. Majoritairement, les pays européens ont eu plutôt des assurances facultatives, comme nous avons eu aussi, qui se sont arrêtées avant la France, donc qui ont aidé à moins de dépôts de bilan. On sent frémir, y compris en France, on sent frémir la chose, ça arrive, ça commence à arriver. Et comme le soutien dans les pays européens va être moins fort que celui de la France, on aura certainement une vague de sinistres qui va arriver plus sur ces pays-là avant. Évidemment, la vague de sinistres qui arrive très clairement, c'est toutes ces entreprises qui ont des débouchés ou des filiales en Russie ou en Ukraine. Ça c'est vraiment très, enfin, tout de suite, on les a vus tout de suite. Et après, l'effet, comme je dis, domino va se voir dans un second temps. Et en même temps, alors ça c'est une question pour François, là aussi, est-ce que vous percevez à travers vos fournitures d'informations, parce que vous vous adaptez, vous nous avez montré, des nouvelles demandes ou un besoin d'évoluer à travers cette information peut-être plus qualitative que quantitative, plus sur la respectabilité de l'entreprise, on voit bien avec les fraudes, etc. Alors oui, absolument. C'est des sujets sur lesquels on travaille. Comme je le disais tout à l'heure, on a relancé des offres d'information il y a un peu plus de 2 ans maintenant. On est un nouvel acteur, on va se dire, dans le monde de l'information en tout cas, même si on est une vieille dame dans le monde de l'assurance crédit. Et on a dans nos cartons beaucoup de sujets en termes de développement de solutions et d'offres pour le marché. Et bien évidemment, on regarde toute une série tout un jeu de données complémentaires. Bien évidemment, on a toute la partie compliance qui est un vrai sujet à l'étude chez nous. Toute la partie également RSE,
qui devient de facto un sujet d'évaluation aussi des entreprises. Et ensuite, on va regarder, encore une fois, pour améliorer la réactivité. J'ai beaucoup parlé de réactivité des informations de COFAS. Pour essayer d'aller un cran plus loin, on regarde des solutions un peu industrielles d'analyse de signaux faibles. Voilà, au travers de solutions techno, etc. Donc, tout ça est à l'étude actuellement chez nous et viendra enrichir petit à petit les offres actuelles. Et si je peux compléter, François, oui. En fait, François a de la chance, hein, puisqu'il a un laboratoire qui est l'information que je gère. Et d'ailleurs, sur ces sujets RSE, on est en train de tester des choses, mais qu'on ne mettra jamais sur le marché tant que ce n'est pas fiable, parce que personne n'a encore la recette magique. En revanche, c'est évident que dans nos analyses, les empreintes carbone, les problèmes de matières premières, de gaz, enfin, tout ce qu'on s'est dit avant, sont importantes. Et là, on est en train de regarder si une note, on va dire un peu parallèle, est complètement en chambre. Et voilà, il faut aussi que ça évolue. On sait très bien que ça va évoluer. Mais du coup, il a de la chance d'avoir ce laboratoire-là qui peut, j'appelle ça un laboratoire, voilà, qui peut aussi travailler. Et avant de mettre en marché, on teste et on teste en grandeur nature puisqu'on prend des risques. Hein, donc, Bien sûr. Mais ça, c'est vraiment une belle démarche et je pense que c'est une belle information à donner, surtout dans l'environnement actuel où la RSE et la compliance prennent de plus en plus de place. Ça, c'est clair. Ouais. Alors, je regardais si on avait quelques questions. On n'a pas, non, on n'a pas trop de questions. Voilà. Ah, si, voilà. Nathalie nous dit bonjour. Dans le secteur du transport routier, notamment en Europe centrale, quelles sont les répercussions sur les transporteurs routiers? Je pense qu'ils sont les premiers atteints. Hein. Là, pour le coup, l'Europe centrale est quand même très très proche du conflit, très ouvert. Donc, je dirais que moi, en fait, ils ont un multiple effet. C'est-à-dire qu'eux, ils ont le prix de l'essence direct, et qu'il y avait même sans avoir. Ils ont l'effet de peut-être ne plus avoir de clients dans ces zones-là. Ils sont très très proches. Et puis, le transport, de toute façon, est très lié aussi aux crises économiques. Quand il n'y a plus rien à transporter, on n'a plus de clients non plus. Donc, je dirais que je n'aimerais pas être transporteur en Europe de l'Est. D'accord. Moi, c'est direct. Et alors, on peut répondre à vos questions. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous interpeller, comme l'a fait Nathalie, et je la remercie. Alors, c'est vrai que pour compléter ce que disait Nathalie, l'inquiétude va être le transport aussi à court, moyen terme, parce que on a des entreprises, en tout cas en France, beaucoup de très petites entreprises, hein, ça va être une difficulté peut-être même pour vous d'apprécier à travers toutes ces milliers de TPE, quelles sont celles qui vont pouvoir s'en sortir ou pas, non? Je pense que c'est réellement le travail d'aller échanger avec, soit quand c'est une petite entreprise, on échange avec le chef d'entreprise, quand elle est un peu plus moyenne, avec son directeur financier, mais globalement, essayer. Je pense que c'est aussi tout le savoir-faire, on va dire, de COFAS en tant qu'assureur, en tant qu'assureur qui a besoin d'informations en interne pour servir les besoins de l'assurance crédit, et puis après, qui évidemment aide à avoir des produits encore plus dans le marché pour l'information un peu différenciée. Le sujet est vraiment là, c'est vraiment le cœur du sujet, c'est de voir entreprise par entreprise, de voir les répercussions, parce qu'une entreprise de transport n'a pas toujours les mêmes débouchés. Il faut déjà analyser sa clientèle. On a de la chance parfois d'avoir des entreprises assurées chez nous, donc on connaît encore mieux sa clientèle, on l'assure, on la connaît. Et voilà, et du coup, c'est un peu l'effet domino, c'est comprendre déjà l'effet de la clientèle, l'effet sur son activité, regarder sa structure, regarder comment les aides, il s'en sert ou pas et quand sont les échéances. C'est clair que le remboursement va arriver. Et autant on a plutôt pondéré les structures en plus, on va dire, et au mieux en 2020-2021, là, il va falloir que le chiffre d'affaires, la rentabilité, les marges de l'entreprise aident au remboursement de ces structures. Et là, on est dans le cœur du sujet. Et peut-être que les 28 000 entreprises par an vont bien monter. Ouais. Alors, on a une deuxième question de Nathalie. Nous sommes un acteur français du télépéage européen et nous souhaitons savoir s'il y avait déjà des répercussions au niveau des DSO et des défaillances en Pologne, Roumanie, Hongrie, etc.
Alors, la question de Nathalie est très très précise. Je ne voudrais pas ne pas répondre précisément et je ne veux pas non plus ne pas y répondre. Honnêtement, j'ai pas les DSO en tête. J'imagine que oui, mais ma réponse ne sera pas précise. J'aurais tendance à dire qu'intellectuellement oui. Je peux pas, voilà, je peux pas. Après, si Nathalie souhaite qu'on en parle un peu plus, et voilà, on est dans le cœur du sujet aussi d'un assureur, hein, donc voilà. Je ne sais pas si Nathalie est assurée, voilà, comme elle le souhaite. On peut prendre contact. Non, mais comme effectivement, dans cette présentation, il y a vos coordonnées. Je rappelle que bien sûr, on peut vous interroger pour avoir toute l'information complémentaire. En tous les cas, on a l'information. Hein, c'est que je ne veux pas non plus. Voilà, ouais. Très bien. Bah, écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Je vous remercie infiniment, François et Christelle, d'avoir répondu à mes questions et d'avoir présenté votre offre, votre produit qui est tout à fait intéressant. Et je remercie également tous les participants à ce webinaire. Je rappelle que ce webinaire va être visible, vous pourrez le voir en replay. Et enfin, je terminerai. Nous vous souhaitons à tous une excellente journée. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.